Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre bimensuel qui couvre le MMA francophone. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en 2 semaines qu'on hésite à en faire une hebdomadaire. Vous nous direz en commentaire si vous préférez le format hebdomadaire pour ça. Aujourd'hui, on va parler de Taylor Lapillus, évidemment, qui s'engage avec le PFL, du KSW Lyon, qui se construit très bien, des nombreux mouvements à l'ARES, des combats d'influenceurs et bien plus encore juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Tout d'abord, on doit revenir aussi sur la bimensuelle il y a 2 semaines. Félicitations à Nel Ariano pour sa victoire il y a 2 semaines. Il passe à 3-0 en professionnel, 3-0 au Cage Warriors, suite à un très beau KO. Morgan, de son côté, malheureusement, s'est incliné à l'UFC Londres contre Nathaniel Wood. Maintenant, l'actu des 2 dernières semaines. Commençons par tout ce qui touche au PFL, parce qu'il y a pas mal de choses par rapport au MMA francophone et au PFL. Évidemment, la grande actualité est la signature de Taylor Lapillus, qui s'y engage pour 4 combats, dont le premier sera au PFL Paris le 24 mai. Brian, que penses-tu de ce choix d'un côté et quel serait l'adversaire que tu souhaites pour Taylor le 24 mai? Écoute, moi j'ai écouté son interview qu'il a fait. Je sais plus où est-ce qu'il a fait l'interview. Fighter Club. Au Fighter Club. Très bonne interview si vous voulez avoir plus d'informations sur avant l'annonce de la signature. Et oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça n'allait plus dans ses objectifs quand il cherchait à avoir des combats un petit peu plus comment je pourrais dire, avoir un peu plus de visu sur lui, tu vois, avoir des combats un peu plus challengeants. Et donc, je pense que le PFL, c'est une très bonne option sur ce qui pouvait être proposé. Ça veut dire combattre à domicile, avoir quand même une bonne adversité, parce que j'étais assez étonné que, je sais plus, la sueur trouvait que c'était pas très, enfin, en termes d'adversité, ça les manquait, tu vois. Mais c'est chaud le PFL quand, enfin, en bantamweight, franchement, le niveau est très très bon. Et s'ils gardent leur roster, c'est un peu peut-être la notion. Ouais. S'ils gardent leur roster, en tout cas le roster du PFL, du tournoi PFL 135, il est déjà programmé, hein. Ouais. Aux États-Unis, alors il n'est pas dedans. Ça aurait été assez incroyable qu'il soit dedans. Il y a une place qui s'est libérée, mais je pense que ça va être un petit peu juste pour se mettre dedans, parce que Kieran Clark s'est blessé. Ouais. Et non, moi je trouve qu'en termes de sportif, visibilité, activité aussi, activité parce que ça faisait partie aussi des choses, et financièrement j'imagine. Ouais. Il y a un moment donné, ouais, dans la balance, c'est bien beau UFC Fighter, mais je crois que, enfin oui, je pense qu'il fait le bon choix. Je pense qu'il fait le bon choix, et si on suit un petit peu tout ce qu'on espère, tu vois, l'année dernière, on a beaucoup parlé du côté vis-à-vis de l'UFC d'être le numéro 1 et que tout le monde ne jure que par ça. Je pense que il permet aussi de montrer qu'il n'y a pas que l'UFC, et c'est une bonne chose. Le mouvement, en tout cas, pour permettre aux autres organisations d'éclore et qu'il y ait une vraie concurrence, est en train de se mettre en marche, et voilà, de ce côté-là, c'est une très belle chose. Ouais, je pense d'ailleurs que en off, quand on avait vu un peu les rumeurs comme quoi Taylor Lapillus n'était plus à l'UFC, je pense que toi en off t'avais dit que ce serait une très bonne chose pour lui qu'il aille au PFL pour justement avoir l'opportunité aussi de combattre à Paris pour des meilleures primes. Et c'est un débat qu'on a un peu toujours. Si tu veux être l'athlète le mieux payé au monde, c'est à l'UFC que tu dois être. Clairement. Mais pour ça tu dois être. Si t'arrives pas à rentrer dans le top 10, il y a des promotions qui vont te proposer des meilleures primes que l'UFC te propose hors top 10. Donc il y a toujours ce truc, il y a cet argument de si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent via le MMA, c'est l'UFC, certes, mais pour ça il faut faire partie du top 3, top 5 selon la division. Si tu veux gagner plus d'argent qu'à l'UFC en n'étant pas à l'UFC, forcément, il y a pas mal d'opportunités, notamment le PFL et le KSW. Donc, je pense que pour Taylor, là où il en est dans sa carrière, ça m'a l'air d'être un choix assez judicieux. Il n'a pas que le MMA, enfin, il a que le MMA il n'a pas que le MMA dans sa vie, mais il n'a pas que sa casquette d'athlète. Il est aussi commentateur. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que il y a vraiment du bon à prendre au PFL, d'autant plus que il y a un vrai challenge sportif. Voilà, moi les 2 noms, il y a 3 noms en fait que j'aime bien pour Taylor Lapillus. Ouais. Soit on va directement très loin, et
pour moi, ça aurait sens parce que on l'a vu quand il est sorti de son premier run UFC, il a clairement montré qu'il était trop fort pour le niveau régional. Il est retourné à l'UFC, maintenant il ressort. Je vois pas pourquoi il serait pas de nouveau trop fort pour le niveau régional. Donc moi, j'ai aucune difficulté à le voir directement contre Patchy Mix, qui est le champion Bellator. Patchy Mix, sa dernière défense de titre de son titre Bellator, c'était à Paris. Donc ça me paraît pas incohérent qu'il y défende une nouvelle fois son titre, même si le titre Bellator n'existe plus. Ça pourrait être pour la ceinture vacante du PFL. On sait toujours pas ce qu'ils vont en faire. L'autre option, c'est celui qui a gagné le tournoi PFL Europe l'année passée, Lewis McGrillen. Ça, c'est le mec qui fait que des guerres, que des Fight of the Year contender. Et contre Taylor Lapillus, il y aurait une opposition d'approche du MMA, un qui est vraiment pour engager, l'autre qui est plus pour absorber. Ça peut être très chouette. Et la dernière option, c'est celui qui a gagné le tournoi PFL MENA, qui avait participé au tournoi PFL Europe en tant que favori il y a 2 ans, Ali Taleb. Ce serait aussi un très chouette combat. Alors, ouais, clairement, Patchy Mix, il a signé avec le PFL? Mais c'est ça le truc, c'est que Patchy Mix fait partie de ce groupe d'athlètes qui est un peu bruyant sur les réseaux par rapport à PFL, qu'est-ce que vous foutez avec moi? Donc on sait pas trop ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est que les combattants du Bellator sont automatiquement dans des contrats PFL, mais ceux qui se plaignent suffisamment en ligne ont leur porte de sortie du PFL. On a eu le cas avec Patricio Pitbull qui est maintenant à l'UFC. Je sais pas trop où en est Aaron Pico, mais je sais qu'il s'est beaucoup plaint et que Don Davis avait aussi dit t'as le droit de partir. Patchy Mix, il s'en plaint. On n'a pas de nouvelles. A priori, il est encore lié au Bellator, donc au PFL. Maintenant, je pense que le PFL est en pleine négociation avec beaucoup de managers, surtout des combattants Bellator qui étaient haut niveau, comme Corey Anderson aussi, qui commence un peu à vocaliser sur les réseaux le fait qu'il n'est pas super content de ne pas avoir d'opportunité. Donc à voir, mais par exemple, pour Patchy Mix, je suis assez persuadé que si on lui dit tu vas combattre pour la ceinture vacante du PFL à Paris contre Taylor Lapillus, je pense que c'est un argument qui pourrait le faire rester. Alors, le principal problème, c'est qu'il y a un tournoi en même temps, et le tournoi, c'est pour la ceinture, non? Non, ça a complètement changé maintenant. C'est quoi alors, PFL En fait, donc jusqu'à présent, le PFL, tu avais chaque fois le tournoi international et le gagnant prenait une ceinture, mais cette ceinture n'était jamais remise en jeu. En parallèle, il y avait le Bellator Champion Series qui mettait en jeu les ceintures Bellator. Et donc, pour moi, la ceinture que tu gagnes avec le tournoi, il faut plus voir ça comme une coupe. Et j'aurais préféré qu'il donne une coupe pour qu'on n'ait pas cette confusion de il a la ceinture, il est champion. Mais le Bellator, ça n'existe plus, donc il n'y a plus de ceinture Bellator. Mais ils ont annoncé qu'ils allaient faire des championnats PFL. Et là, on ne sait pas, est-ce que les champions Bellator sont automatiquement les champions PFL ou bien est-ce qu'il y a des ceintures inaugurales, donc c'est pas vacante, j'ai utilisé le terme vacante. Normalement, de ma compréhension, le PFL va devoir faire des combats pour les ceintures inaugurales du PFL parce qu'elles n'ont jamais existé. Les ceintures de tournoi, il faut vraiment voir ça comme des coupes. Ah ouais, c'est complètement... Et c'est assez bizarre parce qu'il y a eu un moment où il y a une vague d'actualité autour du PFL où j'étais là, je fais ça se clarifie. Et la seule question qui restait, c'était en décembre que tout s'est un peu clarifié par rapport au format des tournois, le Bellator qui disparaît, etc. Il y a une vague où tu commençais un peu à clarifier sur les formats du PFL. Moi, il me restait une question et cette question, je l'ai depuis décembre. C'est, ok, vous avez annoncé qu'il allait y avoir des PFL Champion Series, donc des ceintures PFL champions, qui ne seront pas les vainqueurs des tournois, parce que sinon ça veut dire que la ceinture est chaque fois remise en jeu, ce qui est bizarre. Mais donc, qu'en est-il? Qui va combattre pour cette ceinture inaugurale? Est-ce que vous attendez sur les tournois... Quoi ça? Sur les tournois Bellator, quand il y avait les tournois, il y avait la ceinture, le champion mettait en jeu sa ceinture dès le premier combat, non? Ouais, mais c'est critiquable ça. Franchement, ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est bizarre. Je suis entièrement d'accord. Moi, je préfère un champion et un tournoi qui définit le prochain contender, plus le champion qui défend une fois supplémentaire pendant que le tournoi a lieu. Donc là, il y a le tournoi qui a lieu de avril à août. Il y a un vainqueur en août. Ce vainqueur pourrait combattre pour la ceinture inaugurale du PFL contre un contender qui se définit sur les événements qu'on a maintenant. Par exemple, tu prends Taylor contre Lewis McGrillen. Le vainqueur prend le vainqueur du tournoi pour la ceinture inaugurale. Ça ferait... Ce serait logique. Ce serait logique et d'un point de vue marketing intéressant. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas terrible leur truc. Enfin, pour l'instant, non. Je pense le manque de clarté n'est pas terrible. Voilà. En tout cas, pour l'instant, en fait, il y a un manque de clarté, donc c'est pas terrible. Mais il y a vraiment des opportunités pour eux de faire quelque chose de logique et. Mais pour moi, par exemple, ton truc là, tournoi et à côté des gars qui combattent pour la ceinture, pour que le gagnant du tournoi combatte pour la ceinture, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que tu t'affrontes. Enfin, franchement, vous avez eu le niveau du tournoi.
Dans ce cas-là, tu vas faire 2-3 combats de super fight pour être éligible et t'évites le tournoi parce que franchement, le tournoi, le niveau est vraiment, vraiment, vraiment élevé, les amis. Ce qui t'attire dans le tournoi, c'est les primes. Les primes, c'est déjà, elle était divisée par 2. Ouais. Et on rappelle, mais t'as un combat de moins. Oui, mais on rappelle que si tu touches par exemple 100 000 par combat, et ben tu fais 500 000 sur les 3, tu vois. Je sais même plus si c'est le cas. Je crois que ça l'est toujours. Hein. T'as la prime et puis après c'est soustrait. Hein. À vérifier ça. Vérifier. Je me demande si les 500K c'est pas le surplus de tes primes. Mais bon. Ouais. En tout cas, pour en revenir au truc, parce que je t'avoue que ça c'est vraiment le truc qui m'intéresse le moins, leur petite sauce sur le combattant. Clairement, Pachimik, ça sera un très très bon combat parce qu'il a pas combattu depuis bien longtemps. Ça le pourrait vraiment, peu importe qu'il y ait une ceinture ou pas, hein, mais ça pourrait être un très beau main event. Pour moi, ce serait vraiment la première option. Ensuite, Ali Taleb, il est dans le tournoi, donc lui, je pense que c'est mort. Mais il y a quelqu'un qui a commenté sur un de mes posts sur Twitter comme quoi il avait sauté du tournoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est blessé? Et j'ai vu MMA Time ce matin sur Twitter qui disait que c'était Taylor contre Ali Taleb à Paris. Il a dit exclu MMA Time. Alors, Ali Taleb qui devait combattre. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être vouloir les mettre dans le tournoi, tu vois, tous les deux. Vu qu'il y a eu Karen Clark qui a sauté. Parce que là, il est programmé pour le 11 avril. Hein. Ouais. À voir. Bah, c'est possible qu'il y ait un changement suite à des blessures. Des blessures. Ouais, oui, mais ça, il y en a clairement, beaucoup. PFL a fait pas mal de posts pour noter des changements à cause de blessures. Mais c'est le champion MENA, ils vont pas faire la ceinture MENA à Paris, si? Mais non, mais encore une fois, c'est pas le champion MENA, c'est celui qui a gagné le tournoi MENA, donc il faut voir ça comme une coupe. Il a juste une coupe, c'est pas une ceinture qui se met Ok. Voilà, tu vois, regarde, official. Ali Taleb is out, Rebenzui Ruiz is out. Il y a un nouveau combat bantamweight, Francesco Nuzzi, qui avait mis un sale KO à Berlin quand on était sur place, contre Mando Gutierrez. Et on a aussi Ciaran Clark qui est out. Et donc, il y a Kazum Kazumov contre Justin Wetzel. Et ça, c'est pour le tournoi international. Donc, effectivement, Ali Taleb est out. Est-ce que c'est pour le mettre contre Taylor Lapillus? Est-ce que c'est parce qu'il est blessé? C'est peut-être Zebenzui et Ruiz qui s'est blessé. Et donc, ils l'ont booké Ali Taleb à Paris. Ouais. Franchement, c'est ça. C'est un très, très beau combat. Si vous connaissez pas Ali Taleb, c'est un combattant très explosif, très vif, très rapide, super bien préparé. Vraiment bon. Moi, je t'avoue que sur les combats, donc il y avait dans ceux que j'avais notés, il y avait Pachimix, Ali Taleb, Lewis McGrillen, c'est vraiment un combat qui m'intéresserait bien entre deux gauchers, ça me plairait bien. Et j'avais noté, alors parce que je sais que certains disaient que ça serait bien d'avoir à nouveau des combats franco-français, tu vois. Ouais. Donc en franco-français, hein? Brian Boulan ou quoi? Non. Franco-français, moi j'avais noté un combattant qui était au PFL et qui a pas mal d'expérience, ça aurait pu être un chouette combat. Mokhtar Benkassi. Ouais. Qui avait proposé des belles guerres. Ça pourrait être un bon combat franco-français entre le Paris et le sud de la France. Je sais plus où il est, s'il est du côté de Marseille ou. Il est du sud en tout cas. Ouais. Il est du sud. Voilà. Et puis là, ce serait vraiment plus. Un combat je le vois plus comme un combat de chauffe et puis voilà enfin avec un Mokhtar qui tape quand même qui tape fort quand même. Oui, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Il serait favori, mais il faut faire gaffe. Ouais, clairement. Et alors un combat qui m'intéresse vraiment parce que pour moi c'est une énigme ce type-là, c'est l'autre qui tape fort là. Comment il s'appelle? Qui est Français? pas sur non allemand, mais enfin il vit en Allemagne. Tu sais, c'est le compagnon de Monster. Comment il s'appelle? Monster Cookie. La nana, là, que Grit avait affronté en Italie. En Italie? De Mandy Bomb? Ouais. Son compagnon qui est dans le tournoi, qui a gagné le tournoi européen. Il y a 2 ans, alors. Ouais. Ah oui, je vois. Oh là là.
Je Comment il retomberai pas sur s'appelle? son nom. Il avait battu Ali Taleb d'ailleurs, non? Ah, il a mis KO non, il a mis knockdown 2 fois, je crois. Ouais, c'est Je vais ça. vous Attends, retrouver Ali son, Taleb je vais vous Tapologie. retrouver son nom. Kurched Oui, c'est ça. Kakorov. Ouais, oui, oui, effectivement. Ah oui, oui, oui. Très Kurched beau combat. Kakorov, là, moi, j'aime beaucoup, Ouais. c'est un cogneur, ce type-là, c'est Il est à incroyable. combien? 13-1 maintenant. 13-1, sa seule défaite contre Brett Brett Jones. Jones. Ouais, ok. C'est Ouais, un mec, je signe aussi ça. oh là là, c'est un mec, il a une grosse tête comme ça. Et franchement, je me rappelle le jour du cutting, donc on était en train de faire le cutting, enfin voilà, lui il a débarqué tout seul avec, je sais pas, c'était trop bizarre, des vêtements et tout. Il avait, je sais pas, 10 kilos à perdre quoi. 8 kilos de flotte, je sais pas, c'était complètement n'importe quoi. Et il a passé sa nuit quasiment à faire des pads, à transpirer, c'était n'importe quoi, tu vois, genre il avait perdu 6 litres de flotte, et puis au pad, c'était une catastrophe, esthétiquement parlant, tu vois. Ouais, ouais. Je dis, ouah, c'est chaud, quoi. Et en fait, bah non, le mec, le lendemain, il était en forme, et il met des KO, il est vraiment, vraiment puissant. Ouais, Franchement, ouais, c'est une énigme. Il est à 13-1, bah, c'est le seul qui a réussi à trouver le chemin, c'était Brett Jones. Mhm. Je pense grâce à son sol, Ouais. mais Kakorov, ouais, Ouais, comme quoi, ouais. Ben j'aimerais voilà, vraiment pour bien le résumer, voir. il y a vraiment de quoi faire avec Taylor Lapillus au PFL. Ah ouais, et c'est sans parler de ceux qui sont sur le tournoi, hein. C'est sans parler sur ceux qui sont Ouais. sur le tournoi. Les vainqueurs de tournois, etc., Mm. internationaux, même juste Europe, tu vas avoir du Ah ouais. niveau, ça c'est clair. Mm. Le PFL a également annoncé la présence de Mansour Barnaoui, Mathis Duragrin, Azel Adjouj et du Belge Patrick Abirora sur la carte. C'est vraiment assez prometteur. La carte devrait vraiment être pas mal du tout, donc pour Paris le Mm. 24 mai. Bon, c'est pas fini avec le PFL. On reste au PFL, on sort de Paris, direction le tournoi Europe qui commencera le 10 mai à Belfast. Ils ont annoncé les tournois, notamment chez les lightweight, qui a de très très beaux noms, dont le Belge Sébastien Di Franco. D'entrée de jeu, il rencontre le finaliste de l'année passée, le très fin technicien Connor Hughes. On a eu la chance d'échanger avec Sébastien qui nous a dit ceci, et je cite: mon ressenti sur Connor Hughes, je le prends vraiment au sérieux. Le PFL m'a donné le gars le plus dur du tournoi, et c'est le gars que je veux affronter parce que c'est le finaliste du tournoi 2024. Je m'en fous de qui je affronte après, je veux juste gagner le tournoi et prendre les 100 000 euros. Fin de la citation. Il est déterminé et il a tout intérêt à l'être parce qu'il est dans un tournoi où on a aussi Claudio Passella, Mark Iwen. C'est vraiment du très très solide. Et pour rappel, là j'aime bien ce que fait le PFL aussi. Il y a le tournoi dans les différentes divisions qui commencent donc en quart de finale au PFL Belfast. Et ils mettent un main event qui n'a rien à voir avec le tournoi pour donner de la visibilité. On aura Paul Hughes en main event. Donc franchement, pour les fans de MMA régional, le PFL fait du très bon travail là. Faut le souligner. Ouais, je suis entièrement d'accord. Finalement, toujours au PFL, mais maintenant on va du côté de MENA, Middle East and North Africa. On a appris que Gemouri y avait signé et fera donc le tournoi PFL de cette région. Pas encore de date, ni d'adversaire, mais pour avoir commenté les PFL MENA l'année passée, le niveau est très correct et ça devrait quand même permettre à Yanis de bien se reconstruire selon moi. Ouais, je suis assez content du choix pour Gemouri là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas eu un adversaire qui a été... J'ai cru voir une image avec un adversaire qui est sorti là hier soir ou dans les derniers jours. Ah d'accord, parce que je suis allé voir sur Tapologie, il y avait rien. Non, pas sur Tapologie, j'ai pas vu le truc sur Tapologie, mais... Après, de tête, Tapologie est très actif sur certaines régions, un peu moins actif sur d'autres régions. Donc tu vas avoir des combats annoncés de temps en temps sur Twitter et tout ça, et ça va pas être mis sur Tapologie directement, ça va être mis sur Tapologie lors de la Fight Week par exemple. Donc c'est pas impossible qu'il ait déjà son adversaire, mais... Donc fort possible qu'il ait été annoncé, mais voilà. Ah ouais, c'est ça. Alors voilà, j'ai vu une image, mais c'est écrit. Attends, ouais, Izdin Alderbani, son adversaire en 66 kilos. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de quelle 66 kilos et donc contre Izdin Alderbani, qui est l'ancien champion du Desert Force et qui est un combattant plutôt striker, qui est présenté comme un combattant venant du Muay Thai, du kickboxing. Donc voilà, on a déjà l'adversaire et ça vient d'être annoncé. Ah ben parfait, merci beaucoup. Il y a 17h. Donc j'ai manqué l'info, mais merci de l'avoir complété. Et ouais, c'est vrai qu'au PFL MENA, tu vas souvent retrouver des champions du Desert Force, tu vas souvent retrouver des champions du UAE Warriors.
Donc il y a quand même il y a du niveau, c'est intéressant. Allez, on reprend des forces avant le sujet suivant, le KSW Lyon avec Nutrimuscle qui, pour rappel, vous offre 15% plutôt que 5% de réduction avec notre code promo. Donc profitez-en rapidement. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de Nutrimuscle. Nutrimuscle a depuis 1993 une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients requis. Par exemple, leur whey nature n'a qu'un seul ingrédient, leur créatine n'a qu'un seul ingrédient, leur collagène n'a qu'un seul ingrédient. Et c'est tout. Nutrimuscle a une large gamme de produits qui permet de répondre à chacun de vos objectifs. D'optimiser votre santé en général à maximiser les performances sportives en passant par la prise de masse ou la sèche, tout y est. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction de 5% via notre code NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. On a parlé la semaine passée de Saladin Parnasse contre Marcin Held qui sera le combat principal. Entre-temps, on a de très belles annonces à commencer par la signature de Suil Kaushen qui passe pro et s'engage immédiatement pour ses débuts avec le KSW. Il a 6-0 en amateur MMA, il a une grosse expérience en Muay Thai et en Taekwondo, il est très très jeune, il a un style très intéressant et en fait ce sera le gars le plus jeune du roster. Voici un petit mot de Saladin Parnasse. Salut l'équipe, c'est Saladin Parnasse. Je fais cette petite vidéo pour Suil qui va enchaîner son premier combat pro au KSW. Il vient de signer au KSW et je trouve ça énorme. Voilà, je l'ai connu un peu jeune quand il a fait ses débuts en amateur à la Hatch Academy. Et franchement, j'ai vu son évolution parce que de base, il vient du striking. Et il a réussi à se perfectionner dans tous les domaines, que ce soit en grappling, en lutte, en défense de takedown. Voilà, il a réussi à se perfectionner dans ça et je trouve ça génial pour lui. Et là, il va faire ses premiers combats au KSW, premiers combats professionnels. Et j'espère qu'il va briller. Je souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, c'est un bosseur. J'espère qu'il va travailler très dur et que ça va payer. Voilà. Il vient d'avoir 17 ans, il va sur ses 18 et c'est le futur. Une grosse force à lui, vraiment. Brian, un avis sur Kaushen si ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche Kaushen, non, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais non, pas trop d'avis. En tout cas, moi, je suis vraiment intéressé de voir ses débuts au KSW. Je fais confiance à l'équipe de Hatch et à son équipe qui nous ont, il faut le rappeler, signé Saladin Parnasse très tôt dans sa carrière. Donc, aussi, ouais. Et puis avec les résultats que l'on connaît, des très bons résultats. Donc je vais faire confiance à l'équipe et j'ai hâte de voir ce premier combat. Clairement, il faut avoir un œil là-dessus. Ouais, je pense qu'il est très prometteur. On le voit aussi voyager pour s'entraîner. Je crois que j'ai vu des vidéos de lui au Kill Cliff, ce genre de choses. Donc un athlète jeune qui se prend vraiment en main et qui met toutes les chances de son côté. Au-delà de ça, on a Laïd Zerouni qui avait fait une superbe prestation en décembre. Il est opposé à Janikowski, 10 victoires, 7 défaites en carrière, dont tous les combats, à l'exception d'un seul, ont été sous la bannière du KSW. C'est un bagarreur avec de la dynamite dans les mains et dans les genoux. Ça va être un chouette combat. On a également appris la signature du Belge Cédric Lushima qui fera ses débuts à Lyon aussi. Et l'ami Emar Guy sera sur la carte contre l'ancien champion qui avait fait un beau plan foireux en se blessant à l'échauffement pour l'unification des titres avec Saladin Parnasse. On a aussi Alioune Nahé qui a été annoncé. Franchement, Brian, là aussi, on a du très beau même qui se prépare sur le territoire français pour le 10 mai. Ouais, franchement, c'est cool parce qu'on a quand même des grosses organisations qui viennent s'installer en France et puis il y a vraiment un vivier de combattants qui permettent d'avoir des très belles oppositions en tout cas ça fait plaisir quoi, clairement. Ouais. On a la rumeur aussi que le KSW prévoit de faire France contre Pologne, pas de combat franco-français quoi. C'est d'ailleurs quelque chose dont Amin Ayoub pas se plaignait mais disait donner comme raison pour le fait que le bout contre lui, ça sera peut-être pas possible parce qu'ils veulent vraiment avoir ce truc de X combat France contre Pologne. À la fin de la soirée, tu peux dire c'est 5-4 ou un truc comme ça. Ouais, je suis très intéressé et très intrigué. On avait parlé il y a 2 semaines, ils font ça à Lyon, à la LDLC Arena. C'est là où le PFL était venu l'année passée. Ça avait fait carton plein, super bonne ambiance. Franchement, l'ambiance de Lyon, c'était incroyable. Donc, ouais, très hâte de voir cet événement et très hâte de pouvoir suivre la suite des annonces. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui sont signés au KSW, donc on devrait avoir un très très beau roster. Ouais. Ok, beaucoup de rumeurs sur la fin du KOF aussi, et en tout cas une annonce officielle, Jérôme Le Banner qui n'est plus associé à la promotion.
Ouais. Et forcément, on n'a pas les informations, donc on va plutôt parler de ce qu'on a comme information. Ça a créé du mouvement à l'ARES. On a la signature de Delphine Benouesh, la vice-championne du monde IMMAF 2023, déjà à 5-1 en professionnel. Et juste avant qu'on commence le podcast, tu me disais potentiellement 6-0 pour raison de Ouais, dopage de sa dernière adversaire? écoute, oui, elle était en interview hier, No Sense TV, je crois. Oh, je sais Ouais, plus. nous sens, ouais. Et effectivement, il y aurait son adversaire qui n'aurait pas passé le test antidopage, donc il y a une période où elle a la possibilité de se défendre. Et si le contrôle reste positif, eh bien effectivement, en France, sa défaite sera repassée en victoire. Ouais. Donc c'est une information importante, je pense, et ce qu'on lui souhaite, parce qu'apparemment c'était pas du petit dopage en plus, son adversaire. Ce qui est voilà. Ok. Donc potentiellement 6-0 si ça se confirme, Ouais, donc effectivement, c'est lourd en France parce qu'en général, quant à ça, le combat se transforme en no contest. En France, une victoire se transforme en défaite et donc l'inverse pour l'adversaire. Donc potentiellement 6-0. On a eu la chance d'avoir un petit mot de la pépite française. Bonjour à Fight Minds et bonjour à tous tes auditeurs. Alors pour répondre à ta question, déjà je suis très heureuse de cette nouvelle signature chez Ares. C'est une belle avancée dans ma carrière, c'est une des plus belles orgas françaises et même européennes. Donc moi ça va me permettre déjà à court terme de pouvoir affronter les meilleurs de ma catégorie, de grimper plus vite dans le classement Fight Matrix. Et puis à moyen et long terme, en fait c'est une excellente incubation et un super tremplin pour l'UFC. Organisation à laquelle j'aspire rentrer plus tard. Autre signature très intéressante, celle de Benoît Prigent, 19-4 en amateur, double médaillé IMMAF, plusieurs fois champion de France en amateur. Il fera ses débuts à l'Ares 30 le 16 mai face à Maïka Garros, qui fera lui aussi ses débuts en professionnel. Benoît nous a laissé une petite note vocale sur cette signature. J'ai signé au Ares parce que je sais que dans cette organisation, je vais avoir une très bonne opposition rapidement. Ça va me permettre, moi, de voir si j'ai le truc ou pas. Et ça va me permettre aussi de me tester, donc j'ai hâte. Brian, je te laisse la parole. Je dis toutes les informations sur Ares et puis tu rebondis sur ce que tu veux. Donc, tant qu'on est sur le 16 mai, il y a également ces combats qui sont officiels. Jackie Jan contre Isaac Moulou. Hugo Guillon contre Vlad Goutou. Jordan Nandor, dont on avait parlé il y a 2 semaines, contre Mousse Diakate. On attend évidemment en main event Baki, mais il n'y a toujours pas d'adversaire. Et alors 2 dernières informations, l'ARES a annoncé qu'ils allaient à Marseille en juin et ils ont lancé leur ranking aussi. Écoute, je trouve que le ranking c'est une très bonne idée. Maintenant il faut falloir vraiment qu'ils puissent construire un roster, donc une vraie liste de combattants pour que ça ait vraiment du sens. Je pense qu'ils sont en tout cas sur une bonne voie. Et sur les annonces, écoute, moi, je t'avoue que les 2 combats qui m'intéressent le plus là actuellement, c'est Hugo Guillon contre Vlad Gutu. Vlad Gutu qui avait été très généreux sur son combat, c'était contre sur tous ses combats, voilà. J'espère qu'il arrivera à trouver un tout petit peu en dessous pour proposer et un très beau spectacle et puis en tout cas un peu plus compétitif dans le sens orienté victoire. Tu as parlé de la signature de Benoît Prigent, donc superbe annonce la signature. Par contre, je t'avoue que l'adversaire qui a été choisi pour un premier combat, je suis vraiment très étonné et je trouve ça un peu décevant. Je sais pas si tu as des infos sur son adversaire. Non, j'ai pas eu l'occasion de me renseigner réellement. Voilà, donc c'est un gars qui a pas de carrière en MMA ni en amateur, qui a une carrière en kickboxing. Je suis assez étonné du choix d'adversité quand on voit le niveau qu'a Benoît Prigent. Et voilà, ça me pose réellement question. Donc ça a été ma grosse déception. Et je préfère le dire, je préfère être honnête plutôt que de vouloir brosser dans le sens du poil. Mais c'est pas du tout ni à la hauteur d'un matchmaking d'Ares, ni à l'auteur. Alors peut-être que le gars est très bon, hein, j'en sais rien, mais en tout cas vu le palmarès et le manque d'expérience, ça devrait pas être un combat très compétitif. Ouais. Hein j'allais dire très compliqué pour Benoît. Non. Moi, enfin voilà, dites-moi si je me trompe et que le gars c'est
c'est un gars élite qui a pas besoin d'expérience en MMA pour combattre un mec qui a 40 combats en amateur, ou je sais pas combien il a, mais ça m'étonnerait, sincèrement. Voilà. Mais sinon, des bonnes nouvelles pour Ares, au-delà de ça. Ouais, et je voulais rebondir aussi sur le ranking parce que je pense que c'est une très bonne chose pour avoir une vision de où en sont les athlètes par rapport à la course au titre, on va dire ça comme ça. Ouais. Maintenant, dans les rosters, dans les promotions un peu, on va dire, ça n'a pas la taille de l'UFC évidemment. Il y a quand même une complexité parce que tu as un genre de gros turnover quand même. Tu as pas mal de combattants qui vont partir, pas mal de combattants qui vont rentrer. Et je pense que tu as une responsabilité aussi quand tu définis un ranking, c'est de le respecter. Ouais. T'as un gars qui est numéro 1 contender. Tu fais pas venir un Brésilien de l'extérieur qui a jamais combattu chez toi pour prendre le title shot. Maintenant que tu as un ranking, c'est tes combats, c'est tes athlètes en interne qui prennent les title shots. Sauf short notice, blessure, Ouais. etc. Mais sur les combats prévus à l'avance, tu dois respecter ce ranking. Après, Ouais, tu peux avoir de t'as temps en temps des grosses signatures avec le title shot immédiat, mais il faut vraiment que enfin voilà, t'as ton contender numéro 1, numéro 2. Si tu signes quelqu'un pour leur griller la priorité, il faut que ce quelqu'un ait quelque chose, tu vois, que ce soit pas un inconnu dans notre continent. Non, c'est vrai. Après, c'est ce que je trouve que le Cage Warrior, ils avaient une stratégie qui était intéressante. Ouais. Ils avaient entre guillemets, alors ils n'avaient pas de ranking, mais pour prétendre à la ceinture du Cage Warrior, il fallait avoir 2 victoires d'affilée. Ouais. Et c'est ce qu'ils faisaient quand ils faisaient venir des combattants extérieurs. Donc, s'ils n'avaient pas de combattants dans leur roster éligible à la ceinture, ils pouvaient faire venir quelqu'un d'ailleurs avec un bon potentiel, qui acceptait aussi de signer le contrat et les conditions du contrat de champion de l'organisation. Ouais. Parce que c'est un contrat où tu dois défendre et t'as pas le choix contre qui ni quoi que ce soit. Et donc je pense pas qu'ils doivent non plus trop se mettre. Enfin voilà, tu vois. Je pense que le ranking en plus va vraiment aider dans le matchmaking. Il y aura, voilà, le gars il est numéro 1 ou il est numéro 2, il faut que tu l'affrontes, point. Ou même tu es numéro 4, on te propose le numéro 3, ça te fait monter dans le ranking, tu vois. Ça reste intéressant. Oui, je suis d'accord que ça reste très intéressant. Ouais. Je voulais juste noter qu'il y avait, selon moi, une responsabilité qui était liée à ça. D'ailleurs, voilà, tu parles du Cage Warriors, ils n'avaient pas de ranking, ils avaient, on va dire, une règle ou une logique de effectivement faire combattre pour la ceinture quand tu es sur 2 victoires consécutives. Et dès le moment où dans le roster, tu n'as personne dans ta division qui est sur 2 victoires consécutives, ils prenaient à l'extérieur. Tu vas prendre à l'extérieur, mais étant donné que c'était un peu, enfin, on va pas dire que c'est mondialement connu, mais pour les combattants du Cage Warriors, cette règle était connue. On se plaignait rarement des choix par rapport au title challenger. Ouais. On reste dans les discussions de promotion française avec l'Hexagone de ce week-end, juste après avoir bu un petit coup Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €. Soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. L'Hexagone, ce week-end est intéressant en haut de carte avec la ceinture vacante lightweight mise en jeu entre Nicolae Bivol qui a 6-1 en carrière et invaincu en 5 combats dans la promotion de l'Hexagone, et Wilson Varela qui est à 12-6 et sort de sa défaite contre Saladin Parnasse. Amin Ayoub regardera le combat de près puisqu'il est intéressé par le vainqueur. Et d'ailleurs, ça a chauffé aussi entre Ayoub et Lebou sur les dernières semaines. Plus bas sur la carte, il y a Hugo Vidal contre Aline Gay qui est un très chouette combat amateur. Brian, un petit mot sur l'événement, éventuellement sur tout ce qui touche à Ayoub. Écoute, clairement, enfin, ce qui touche à Ayoub vis-à-vis du combat pour la ceinture, tu parles? J'irais le double call-out. Le double call-out, je trouve ça très bien. Hein. Ouais. Si je parle sur le combat, donc Nicolas Bivol, moi je connaissais peu, j'ai vu son dernier KO là, c'est par coup de pied retourné, je crois, un truc comme ça. Vraiment magnifique, un combattant plutôt explosif. Ça va être un combat vraiment intéressant, je pense, parce qu'on a un combattant avec beaucoup de potentiel, et puis Wilson Varela talentueux, mais qui revient d'une défaite qui a été difficile.
avec des questionnements un petit peu sur Il voulait prendre sa retraite. Hein. Voilà, sur mentalement, comment il va être capable de rebondir. Donc mentalement, il y a eu cette histoire avec le médecin qui lui disait, enfin, apparemment, il y a des rumeurs que ça allait pas avant le combat, parce qu'un des médecins lui aurait dit qu'il ne passerait pas le test antidopage, qu'il était malade et qu'il aurait pris un traitement non autorisé, tu vois, donc qu'il aurait touché mentalement, et puis cette décision à la fin du combat de prendre sa retraite, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même au-delà du combat qui sera très très bien, parce qu'on a deux très bons strikers, toute cette intrigue autour de la carrière des deux, quoi. Ouais. Donc sur cette question-là, je pense que ça aura cette intrigue. Est-ce que Varela va être capable de rebondir? Est-ce qu'il va être capable de se remettre sur les rails mentalement, etc. Et puis de l'autre côté, on a un adversaire, Nicolas Bivol, qui pour moi très talentueux, pourrait vraiment avoir la possibilité de prouver un petit peu ce qu'il vaut, quoi, tu vois. Ouais. Et pour en revenir à Amin Ayoub, je pense que cette dernière semaine, il a fait pas mal de sorties médiatiques sur les différents, enfin, il a fait des interviews et tout, avec des call-out, voilà, sympathiques. Donc on a pu parler de lui. Alors, sachez que bon, voilà, sur le personnage, je sais qu'il y en avait pas mal sur les réseaux qui disaient que comme ça, qu'Amin, il parlait beaucoup, qu'il manquait un petit peu d'humilité ou ce genre de choses. Ça fait partie des stratégies pour vendre, et juste, ça c'est un petit message, mais Amin Ayoub, moi, c'est un des combattants français où j'ai toujours des très très bons retours positifs sur la personne qu'il est, tu vois. En privé. Donc ne vous arrêtez pas aux interviews et aux call-out et tout, c'est vraiment pour faire parler et vendre, mais en tout cas c'est quelqu'un de très généreux personnellement, et j'ai des élèves qui l'ont rencontré et qui m'ont dit que c'était vraiment une très belle personne, tu vois, même avec des gars des gars qui débutent et tout, qui ont besoin de conseils, il a toujours été là, et donc voilà. Donc je souhaitais souligner ça. Mais en tout cas, sur le combat, moi je vous avoue que je suis plus intéressé par un Amin Ayoub, Michael Lebou, que par un combat pour la ceinture. Voilà, parce que ça fait longtemps que je les suis tous les deux, et donc c'est vraiment un combat qui m'intéresserait grandement. Ouais, c'est vrai que c'est le genre de combat qu'on aurait pu avoir à l'ARES à un moment si les timings se mettaient bien. Vétéran contre vétéran du sport, toujours à très haut niveau les deux, donc ça proposerait une belle opposition. Et effectivement, vu que ça a parlé sur le côté hype du combat, ça aiderait, parce que Michael Lebou, je le trouve toujours très bon dans sa communication, un peu sur une touche d'humour. Vraiment, il a un côté créatif original que j'apprécie. Amin Ayoub, il a l'air de savoir comment vendre un combat, et ce qui se passerait dans la cage serait une opposition très intéressante selon moi. Ouais, on a deux gars qui aiment bien échanger très proches, tu vois, dans la boîte. On va quand même avoir un peu de stratégie derrière. On a vu un Michael Lebou qui était capable de, voilà, s'il trouve un chemin de victoire, de l'utiliser. Non, moi c'est vraiment un combat qui m'intéresse grandement. Alors c'est pas réellement la même catégorie de poids entre guillemets, tu vois, parce que Michael est monté, donc là ça sera un catchweight, je pense. Ouais, tu fais un catchweight à 74 ou 75, ça se fait, hein. Mais en termes de spectacle, ce qu'il va y avoir avant, on en a parlé un petit peu juste avant, et c'est un truc que je comprends pas avec le KSW qui veut faire genre France-Pologne. Il faut rester honnête, les spectateurs français, on aime les combats en interne, tu vois, les mecs qui peuvent se parler et se comprendre, et voilà, et se parler. Puis ça fait deux combattants que tu connais aussi, tu vois, c'est vrai que bien sûr. KSW, c'est ce qui a fait le succès aussi avec Ares, les combats franco-français, tu vois, qui pouvaient se faire monter, et c'est pour moi le combat qui doit se faire, tu vois, et pas forcément dans une stratégie de ceinture, non, sportif, tu vois, c'est le combat pour le public, des super fights. Comment on appelle ça, le main event du peuple. Oui, exactement, des super fights, voilà. Donc clairement, moi c'est le combat qui m'intéresserait le plus actuellement en termes de combat franco-français. Alors, autour de l'Hexagone, et sans grande surprise, Paul Dena, il fera ses débuts professionnels. Il fera ça dans la promotion le 25 avril
à Lille. On passe à quelques actus en vrac. Claire Lopez a signé à l'Invicta la promotion de longue date 100% féminine. Belle promotion où aller pour Claire selon moi. Et tu me disais juste avant le podcast, Gabrielle Levant Karaté Bushido. Le vent, pas, il n'y a pas de Levant à la fin. Ok, Levant, Karaté Bushido, sparring partner de BSD et de Mathieu Leto, signe dans l'organisation japonaise légendaire Pancras et combattra le 27 avril. Ouais, au Japon. Donc ça, Sympa. c'est pour ceux qui suivent Gabriel Levant, donc c'est une signature de plusieurs combats et un objectif qui s'est fixé et qu'il va remplir avec Eli Kirich. Ah oui. L'ancien coach de Kaya Sakura. Donc ça aussi, si vous pouvez je pense que vous allez pouvoir suivre un petit peu cette aventure-là sur son Instagram ou peut-être sur YouTube, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une annonce à avoir en tête. Voilà, donc on a aussi des Français qui s'exportent très très loin pour pouvoir combattre et à suivre également. Tout dernier sujet, il y a l'Influence Fight Club le 3 mai en Suisse. Parmi les combats d'influenceurs, on retient quand même Axel Alfandari, Cataline Safta et Anthony Riggio. Maintenant, parlons plus de manière générale. Brian, quel est ton avis général sur les combats entre influenceurs ? Écoute, moi je suis pas du tout le spectateur de ce genre de combat. Je t'avoue que au tout début, là, quand j'ai vu un petit peu la carte avec les derniers noms, les combats qui pouvaient m'intéresser, donc avec Axel Alfandari, avec le retour de Safta qui avait combattu contre Abirora, ouais. Contre Abirora et tout. Bon, je me suis dit c'est pas mal, tu vas avoir des combats d'influenceurs qui vont intéresser un certain public, mais en même temps, il y a une cage, on fait combattre des gars. Tu vois, le mix des deux pouvait m'intéresser, tu vois. Ouais. Ça me dérangeait pas en soi. Et puis ça met. Je pense pas que ça mette réellement de la lumière sur les combattants, mais parce que c'est pas du tout le même public qui est touché, mais ça permet aussi de, sur un même événement, d'une organisation qui puisse remplir financièrement, être stable financièrement grâce à un public qui est capable de dépenser, voilà. Parce qu'il faut avoir ça en tête, hein, créer une organisation de MMA, faire des événements, et il faut avoir du public pour payer les combattants. Ouais. Donc d'un sens, je trouve pas, ça me dérange pas, tu vois. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de combats d'influenceurs. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus équilibré. Ouais. Et il y a des influenceurs, je me pose vraiment des questions, tu vois. Je me pose vraiment des questions sur le bien fondé, tu vois. Deux, trois combats d'influenceurs, pourquoi pas. Et puis avec un petit peu de combat MMA, c'est sympa. Ça permet aussi au public de se rendre compte des niveaux et puis que ça peut être sympa. Mais voilà, sur mon avis, je préfère. C'est vraiment la liberté de chacun. Ça me dérange pas en soi. Ceux qui aiment pas, ils regardent pas. Ceux qui aiment bien, ils y vont. Point, tu vois. Ça va rien entacher au sport. Ça va. Voilà. Ouais, moi j'ai un avis assez similaire au tien. Je pense que dans ce cas de figure, je préfère qu'on ne confonde pas influenceurs et personnes inspirantes. Dans un monde idéal, tes influenceurs sont des personnes inspirantes et ça permet d'avoir une communication saine autour du challenge sportif qui peuvent se mettre. Donc tu prends deux influenceurs dans le sens personnes très suivies sur les réseaux, qui ont été connus pour des raisons positives. Et tu leur dis, voilà, dans un an, on vous fait combattre l'un contre l'autre et vous communiquez sur votre progression, votre préparation, sur l'envers du décor du MMA. Ça permet vraiment à leur audience d'apprendre pas mal de choses sur leur sport avec une préparation sérieuse et une prise au sérieux de la compétition. Ça donne pas mal de visibilité à ton combat et à ton événement. Et sur la carte, tu choisis 2-3 combats avec des personnes très connues pour avoir cette visibilité d'un public nouveau qui aura été éduqué grâce à une préparation transparente, on va dire, et sérieuse. Et tu remplis cette carte avec des combats de qualité, ce qui permettrait à ces combattants de gagner en visibilité sur un nouveau public. Et comme tu l'as très bien souligné, ça permettrait d'éduquer un public en montrant aussi qu'un an pris au sérieux, tu atteins ce niveau et que le niveau professionnel, il est à des années-lumière devant encore. Donc
donc encore une fois, hein, je parle de manière générale, pas spécialement de l'Influence Fight Club. Sur ce point de vue-là, je serais pour qu'on ait de temps en temps ce type d'événement. Ça a clairement sa place dans le milieu, mais ça comporte ses risques aussi parce que tu as l'autre extrême où tu vas prendre n'importe quel influenceur pour gagner en visibilité, même des gens qui ont une mauvaise... Je les connais pas, hein. Honnêtement, je suis allé voir tous les noms, ça me dit rien, donc je sais pas pour quelles raisons ils ont été connus ni quoi que ce soit. Mais voilà, il y a toujours des risques liés à ça. Et si tu fais des événements qu'avec ça, ça peut aussi entacher un peu l'image du sport selon les interviews qui auront lieu après, etc. Parce que clairement, ça reste des influenceurs, donc eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est Je vois pas, faire des vues, faire de l'engagement. Donc, je vois pas en quoi ça entache, je vois pas en quoi ça entache le sport, moi. Bah, pas ceux qui connaissent déjà le sport, mais ceux qui apprennent à connaître le sport uniquement via ce genre d'événements. Si les influenceurs sélectionnés sont en communication avec un manque d'éthique et ce genre de trucs, les gens vont très vite faire le rapprochement. Tu vois, ils vont dire, OK, MMA, mon expérience, c'est cet événement-là. À cet événement-là, il y a eu un gars qui a craché sur l'autre, ou que sais-je, j'en sais rien, je pars vraiment dans des trucs. Il y a un risque qui est lié à ça. Ouais, je sais pas. Personnellement, je suis pas convaincu, hein. Quand tu vois je suis pas convaincu que c'est enfin voilà, il y a eu des comportements de combattants pro Ouais, c'est vrai. du monde et c'est pas pour autant que le sport est, tu vois, John Jones, il a pas transformé le sport en quelque chose de mal, tu vois. C'est vrai. Les gens, enfin voilà, je suis d'accord que les gens qui vont assister à ce genre d'événement sont peut-être pas le haut du panier de l'intelligence, mais voilà, je pense qu'ils sont quand même capables de différencier un sport d'un pratiquant, quoi. Ouais. Et Maintenant, voilà, ce que je je veux dire, c'est que tu as quand même une belle opportunité de faire quelque chose de très intéressant pour le sport dans son ensemble, au même titre que tu as une opportunité de faire quelque chose de plutôt négatif dans son ensemble. Ouais. Un risque, pas une opportunité. Un risque. C'est clair. En tout cas, sur le truc, il y a quelques combats qui sont intéressants, pas suffisamment à mon goût, personnellement. Je m'attendais à avoir un peu plus de combats amateurs, notamment de petites pépites comme ça à voir. Et pour moi, il y en a pas assez. Il y a un tout petit peu trop d'influenceurs qui m'intéressent absolument pas. Donc voilà sur le retour. Et donc j'espère, mais voilà, peut-être que ça va prendre un petit peu. Au fur et à mesure, j'espère qu'on aura un équilibre entre des combattants avec un potentiel d'influenceurs, entre guillemets, tu vois, des gars qui bossent, qui s'entraînent et qui vont être inspirants, et puis des gens qui vont attirer du monde pour avoir une organisation stable, tu vois, un bon tremplin. Voilà. Si tu changes un peu les timings, c'est le genre d'événement où tu aurais bien aimé un Morgan Charrière avant qu'il aille au Cage Warriors, tu vois, qui était déjà un peu dans la communication et qui était déjà très bon. Tu vois, c'est le genre de profil qui est intéressant pour ce genre de promotion qui veut gagner en visibilité. Ça aurait permis de multiplier un peu la visibilité de Morgan, par exemple, dans son ascension. Donc moi, je vais essayer de regarder le côté un peu positif et j'espère que au fur et à mesure que ça avance, ça tournera sur quelque chose de plus positif. Mais voilà, sur mon avis. Parfait, on a fait le tour de ce qu'on a trouvé. Donc encore une fois, hein, pour nous, ça va être très difficile de garantir qu'on aura absolument toute l'actualité des 2 dernières semaines. Sachez que là, vraiment, sur les 2 dernières semaines, on n'a pas, dans notre conversation, on n'a pas dit non, de ça, on parle pas. Ah oui, il y a des combats sur lesquels on nous avait dit vous n'avez pas parlé de ça il y a 2 semaines, qu'on avait mis dans la liste, et puis au final, comme l'annonce ne fait pas partie des 2 dernières semaines et que le combat est dans plus de 2 semaines, ça fait encore partie de notre liste. On en parlera plus tard, notamment Eva Dourt qui combat pour la ceinture Octagon. Sachez qu'on met pas ça de côté, c'est juste qu'on aura l'opportunité d'en parler un peu plus tard. Donc voilà, encore une fois, si on est passé à côté de news, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, dans le commentaire épinglé, je mettrai un ensemble d'actualités manquées au cours de notre podcast. Brian, merci. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.